Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du nouveau chapitre de Berserk, le chapitre 373. Dans cette vidéo, on va comme d'habitude revenir sur les informations importantes de ce fameux chapitre et sur ce qui se passe dans celui-ci. Ensuite, j'essaierai de vous proposer une analyse détaillée de ce dernier. Au sujet de la fameuse vidéo qui est censée sortir prochainement, je peux vous dire qu'elle avance bien et qu'elle sortira, je l'espère, après celle-ci. Ceci étant dit, place à la review. Le chapitre 373 a été publié le jeudi 25 mai 2023, apportant lui aussi sa pierre à l'édifice de l'Armory pour la série. Alors que l'ami de longue date du créateur de Berserk, Kentaro Miura, se dirige clairement vers quelque chose de grand, il semble prendre un certain temps pour y arriver. De plus, la rareté de la publication des chapitres, combinée à l'absence d'événements significatifs, commence à laisser un vide dans la bouche des lecteurs. Le chapitre 373 a donc commencé avec un accent sur Isidro et Serpico qui parlent sur le pont du navire de Roderick, le Seahorse. Serpico dit qu'ils ont cherché Isidro, qui à son tour demande s'ils ont besoin de lui pour quelque chose. Serpico explique que Shirk est sur le point de conduire un rite magique pour déterminer la localisation de Casca après son enlèvement par Griffith. Serpico commence à lui expliquer ce que le rituel lui fera et lui permettra de réaliser, mais Isidro l'interrompt en disant qu'il n'a aucune connaissance de la magie et que cela ne l'intéresse pas. Serpico explique alors comment, avec la disparition d'Elfheim et avec elle le grand arbre spirituel et les âmes qu'il soutenait, beaucoup de sorcières ont perdu leur maison et perdent maintenant leur pouvoir. Et ce premier point attire déjà notre attention. Pourquoi les sorcières perdent leur pouvoir alors que ceux de Shirk sont toujours intacts? On peut supposer que la magie des sorcières d'Elfheim reposait sur les pouvoirs et l'énergie de l'arbre spirituel de l'île, et que ceux de Shirk reposent sans doute sur un autre catalyseur de magie, comme par exemple Ivalera. C'est évidemment compliqué à affirmer, mais cela pourrait également avoir avec la suite du plan de Griffith, qui en même temps qu'accomplir son but d'enlever Casca, aurait souhaité réprimer toute tentative de vengeance en supprimant les pouvoirs des sorcières. Le jeune homme explique ensuite que, heureusement, parce qu'ils sont étrangers à l'île, sa disparition n'a eu aucun effet particulier sur eux. Il ajoute que tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est faire confiance à Shirk, tandis que le chapitre change de perspective pour montrer qu'elle se prépare à commencer le rite. La jeune sorcière demande alors à Farnèse de prendre soin de son corps en cas de problème. Roderick demande si tout ce qu'elle veut, c'est qu'il veille sur elle, ce qui la pousse à répondre qu'il est important que tout le monde soit conscient d'être concentré au même endroit pour le rite. Elle ajoute que même ceux qui n'ont jamais étudié la magie peuvent contribuer au processus, et s'assoit pour commencer le rituel peu après. On voit alors un des hommes de Roderick demander si Shirk dort, ce qui pousse Farnèse à l'ignorer en réponse. La conscience de Shirk se sépare alors de son corps, lui permettant de voir le chemin du dragon qui la ramène à l'Arbre-Monde. Et si vous vous rappelez du chapitre 345, on sait que ces branches de l'Arbre-Monde sont des chemins qui lient le monde astral au monde physique et qu'elles portent deux noms distincts. Le plus petit chemin est appelé le chemin des elfes, et le plus grand, le chemin du dragon. Et la Béélite est d'ailleurs un moyen d'ouvrir ce chemin. Griffith, lui, semble avoir créé un chemin du dragon permanent qui ne se referme jamais. Shirk se rend compte qu'elle peut utiliser le chemin pour manifester sa perception au-delà de l'horizon, commençant à le faire et sentant un odé dense se rassembler au loin. Elle dit ensuite que c'est comme si l'odé coulait vers un seul point, affirmant qu'il ne peut y avoir qu'un seul endroit au monde vers lequel il converge. Elle semble penser que Casca est sûrement là-bas, se référant sans doute à l'Arbre-Monde et à Falconia. Nous retrouvons ensuite la perspective de Guts, qui est toujours couché sur le sol, dans une détresse émotionnelle et apparemment physique. Il se trouve alors que la bête des ténèbres surgit de l'épée de Guts, se mettant à rire et à se moquer de lui quand elle se manifeste. Une fois entièrement formée, elle se trouve couchée sur la Dragon Slayer, demandant à Guts s'il le veut. On voit d'ailleurs que les chaînes qui entravaient précédemment la bête se sont brisées, comme si aucune forme de contrôle ne pesait désormais plus sur cette dernière. De plus, la bête semble bien plus petite que la dernière fois qu'elle est apparue, et semble même amaigrie. En effet, Guts s'est largement éloigné de sa rage et de sa violence passée depuis qu'il est arrivé sur l'île des elfes. Ainsi,
La bête a patiemment attendu dans les ténèbres, comme si elle savait que ce jour viendrait, et que tôt ou tard, Guts sombrerait à nouveau dans ses pires travers. À la page suivante, nous voyons la bête parler d'elle-même comme du pouvoir, ce qui incite Guts à tendre la main vers la Dragon Slayer pour la saisir par sa garde. La bête des ténèbres semble alors tenter de prendre le dessus sur l'état mental de Guts, mais ce dernier semble réussir à la repousser. Soudain, Griffith apparaît alors au sommet de son épée, comme il l'a fait lors de leur premier affrontement durant l'âge d'or, choquant ainsi grandement Guts. Et on peut supposer que la bête tente de provoquer cette vision chez Guts pour faire proliférer en lui la rage de pouvoir, comme a pu le faire Ubik pour Griffith. Le guerrier noir est alors pris de vomissements, s'évanouissant peu après, avec la tueuse de dragon toujours en main, tandis que la bête des ténèbres se moque de lui. On voit alors cette dernière dire que Guts ne peut le nier, et que la marque du sacrifice l'entrave, tout comme sa chair le retient. La bête dit alors que si Guts cède tout à elle, y compris sa chair, son sang, sa douleur, le grincement de ses os, et par-dessus tout son âme, alors il fera quelque chose pour lui. Cependant, la bête ne dit pas vraiment ce qu'elle fera pour Guts s'il fait cela, et nous quittons la scène pour nous concentrer à nouveau sur la salle où le rite se déroule. Les soldats Kushan surgissent alors en embuscade et attaquent le bateau, lançant des bombes fumigènes sur l'embarquement. Et c'est d'autant plus étrange, étant donné que la majorité des Kushan ont rejoint Griffith depuis la chute de leur empereur. Il est donc difficile de dire quelles sont leurs intentions sur le bateau. De plus, il n'y a aucune scène de meurtre ou de massacre, et les Kushan semblent juste restreindre la liberté de l'équipage. En voyant les Kushan, je me suis également souvenu que le temps s'écoulait différemment quand ils étaient sur Helfheim, et que cela pourrait avoir un rapport avec Riker et Erika cherchant Guts, puisqu'ils prévoyaient de se rendre au royaume Kushan. Danan a d'ailleurs dit dans le chapitre 364 que le temps sur l'île s'écoule plus vite que dans le monde extérieur. De plus, cela fait un moment que nous n'avons pas vu Riker, et cela pourrait ainsi avoir un rapport avec lui. Quoi qu'il en soit, leurs forces sont massives quand ils montent à bord, et tout le monde à l'intérieur court et se cache du mieux qu'il peut. Farnèse transporte Shirk alors que les soldats essaiment, et le chapitre se termine avec Guts découvert par les Kushan, complètement inconscient sur le sol. Et c'est d'autant plus dangereux, sachant que nous n'avons probablement jamais vu Guts aussi bas psychologiquement, et qu'il pourrait très bien entrer dans une folie meurtrière provoquée par les Kushan, sans la capacité de différencier ses amis de ses ennemis, d'autant plus que Shirk, qui est la seule à pouvoir apaiser sa rage, est actuellement hors service. Les événements sont arrivés à un point de non-retour pour Guts. Lui qui est désormais coupé de toute communication avec ses amis, a perdu le seul refuge au monde qu'il avait sur Helfheim, et par-dessus tout, il a perdu une nouvelle fois l'amour de sa vie, à qui il venait juste de rendre la mémoire. Le voilà qui se retrouve désormais encerclé par les Kushan. Pour entrer un peu dans la partie théorie, je pense qu'il n'y aura pas d'entre-deux. Je ne pense pas que l'histoire se terminera par Guts obtenant magiquement les moyens de tuer la God End. Griffith était à un seuil similaire de désespoir que celui où se trouve Guts en ce moment. Et il a encore fallu Ubik pour planter des visions dans sa tête et le manipuler avec sa culpabilité à la toute dernière seconde. Griffith fasse le sacrifice au moment de sa plus grande détresse. Ainsi, il a littéralement perdu toute empathie à cause du rituel, ce qui lui permet de commettre ses atrocités. Je ne pense donc pas qu'il y aura une quelconque forme de rédemption pour Griffith, mais si Guts peut trouver un moyen de lui rendre ses sentiments, sa culpabilité et sa colère le paralyseraient et le tourneraient probablement contre la God End. Quoi qu'il en soit, l'enchaînement des événements ne manque jamais de me surprendre, et c'est aussi ce que j'aime dans Berserk. Ainsi, je pense que personne ne peut prédire ce qui va arriver. Voilà, c'est tout pour cette review du chapitre 373 de Berserk. Malheureusement, il n'y a pas grand chose que je puisse ajouter sur ce dernier. Alors que quelque chose de grand semble se profiler à l'horizon, il est quelque peu triste de réaliser que la plupart des chapitres de l'ère Mori ont pris fin avec Guts hors service et généralement couché sur le sol. Ceci étant dit, j'ai vraiment aimé ce chapitre et j'ai hâte de voir ce que nous réservent les prochains. Du coup, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à partager la vidéo si vous l'avez aimée. J'essaierai d'en faire d'autres si ça vous plaît, et je vous dis à très bientôt.